Comment? Et table ronde, oui. Influence sur une table ronde. Et donc on va pouvoir commencer maintenant avec la présentation de Antonin. Et ben voilà, tu peux commencer. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Je suis très content d'être là avec vous pour vous présenter la librairie Explic, donc qui est une boîte à outils en Python qui implémente des méthodes d'explicabilité. Alors, avant de rentrer dans le détail de la librairie, je vais vous parler un petit peu du projet qui porte cette librairie. Donc c'est le projet DEAL. DEAL pour Dependable and Explainable Learning. Alors, c'est un projet qui s'inscrit entre la recherche académique et la recherche industrielle. Donc globalement, on va avoir des besoins industriels qui vont ressortir et on va mettre en relation toutes les personnes, tous les différents acteurs autour de ça. Alors, du coup, ça fait qu'on a deux contributions principales qui sont d'un côté les publications et de l'autre côté les librairies. Alors, sur quel domaine est-ce qu'on va agir? Le projet DEAL est à Toulouse. Donc, vous l'imaginez bien, l'industrie à Toulouse, c'est l'aéronautique, le spatial, ce genre de choses. Et donc, c'est des industries qui vont avoir affaire avec de l'IA pour les systèmes critiques. Du coup, c'est dans ce domaine-là que s'inscrivent les librairies sur lesquelles on travaille. Donc, on va avoir de la robustesse, de la quantification d'incertitudes, de la détection d'anomalies, etc., etc. Et bien sûr, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, la librairie Explic pour l'explicabilité. Alors, l'explicabilité, donc, j'ai passé rapidement parce que j'imagine que vous connaissez tout ce que c'est, mais notre problème, c'est d'expliquer une boîte noire. Donc, on connaît souvent le dataset d'entraînement, pas forcément comment est-ce qu'on a entraîné le modèle. Et ce qu'on veut comprendre, c'est potentiellement comment est-ce qu'on passe des entrées aux sorties. Alors, quand on fait de l'explicabilité, on peut vouloir... pas dans le burn-out, excusez-moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut vouloir faire de l'explicabilité? Ça, pareil, j'imagine que vous l'avez entendu de très nombreuses fois. C'est pour avoir confiance dans le modèle, potentiellement pour pouvoir certifier le tout, mais on n'y est pas encore. On peut ensuite vouloir détecter des biais. Donc, j'imagine que vous avez aussi vu cet exemple plein de fois où un classifier veut faire la différence entre des chiens et des loups et il s'est rendu compte que regardez, s'il y avait de la neige, c'était vachement plus efficace pour détecter un loup. On peut aussi vouloir essayer d'intervenir sur le modèle, potentiellement le corriger si on sait ce qui ne va pas, et il y a plein d'autres applications. Alors, quand on fait de l'explicabilité, on peut vouloir expliquer plusieurs choses. Dans un premier temps, on peut vouloir expliquer le modèle. C'est ce que vont faire les méthodes de features visualization, les méthodes basées concept et plein d'autres. On peut vouloir expliquer aussi les décisions. Donc c'est ce que font les méthodes d'attribution ou alors les méthodes counterfactuelles. Et pour finir, on peut aussi vouloir expliquer les données. Alors où est-ce que se positionne la librairie Explic? Elle se positionne sur les explications du modèle et des prédictions. Et on va avoir une librairie qui fait aussi un petit peu, en quelque sorte, des explications sur les données, qui va être Influencia, qui implémente des fonctions d'influence. Si vous avez des questions plus tard sur ce sujet, je pourrais y répondre aussi. Alors, la librairie Explic. Comment est-ce qu'elle se découpe? Il y a 4 grands modules. Un premier qui va implémenter 14 méthodes d'attribution. Donc, ça va de Lime à Rise, occlusion, et puis aussi des méthodes basées gradient comme SmoothGrad ou Saliency. On va avoir des métriques qui sont associées, des métriques de fidélité, des métriques de stabilité, etc. On va avoir un autre module sur les features visualization. Alors, je pense que vous connaissez les méthodes d'attribution, mais peut-être moins les features visualization. Alors, les features visualization, le but, c'est d'essayer de comprendre ce que le modèle associe à une classe. On va prendre une image aléatoire, potentiellement juste du bruit, et on va venir la perturber petit à petit pour essayer de maximiser la prédiction du modèle pour une classe donnée. Alors, cet exemple ici, je ne sais pas si c'est très clair, c'est pour par exemple coccinelle. Donc on va avoir des espèces de petits insectes rouges à droite à gauche
avec, bon alors là j'extrapole un petit peu, mais des têtes noires et peut-être des taches noires sur un fond paille ou herbe. Et donc pour obtenir cela, on va faire une montée de gradient, c'est-à-dire qu'on va perturber dans la direction opposée au gradient, je crois, l'image petit à petit pour obtenir ça. L'exemple à côté, c'est pour poisson rouge. Et le dernier module, c'est pour les méthodes basées concept. Alors il va y avoir deux grandes familles de méthodes basées concept. Celles qui vont utiliser les concepts labellisés comme CAV, TCAV, et celles qui vont utiliser des concepts extraits automatiquement. Donc là, on retrouve Craft, qui a été évoqué tout à l'heure par Grégory, je crois, qui est implémenté dans la librairie. Alors, qu'est-ce qui est supporté par la librairie maintenant? On va pouvoir supporter les modèles en TensorFlow, parce que c'est là-dessus qu'a été initialement designé la librairie, mais on va aussi supporter les modèles PyTorch pour tout ce qui est attribution, et pour les méthodes, pour la méthode Craft aussi. Et bien sûr, scikit-learn pour les méthodes Blackbox. Alors, et quelles sont les tâches maintenant que l'on traite? On va traiter plusieurs types de données. On va des données tabulaires, time series, images, et on va traiter aussi, et on va traiter sur ces types de données diverses tâches. Donc ça va de la classification à la régression, mais aussi pour l'image, on va pouvoir faire de la détection d'objets ou de la segmentation sémantique. Et à quoi est-ce que ça ressemble tout ça? Je vais vous sortir un petit exemple de la segmentation sémantique. Donc on a récupéré un modèle PyTorch sur lequel on a appliqué la librairie explique. Alors, donc toutes les images que je vais vous montrer là sont tirées d'un tutoriel qui est disponible dans la librairie, et pour toutes les tâches qui sont supportées dans la librairie, il va y avoir un tutoriel et la documentation associée. Donc là, j'ai pris une jolie image d'une rue de Toulouse, avec ce que je pense être un couple qui s'y balade, et on a un modèle de segmentation très simple et assez pas extrêmement précis, mais qui est rapide, du coup, qui marche bien pour une démonstration, qui nous détecte ici deux classes qui sont piétons et voitures. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir expliquer quand on fait de la segmentation? Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de récupérer un patch, donc un objet ici. Je vais vous donner l'exemple du couple tout à l'heure, et essayer de comprendre pourquoi est-ce que le modèle a prédit une classe donnée dans cette zone. Donc, ce que ça donne ici, c'est que on va voir que le visage du monsieur, et le fait est qu'il ait deux jambes, j'extrapole ici encore, hein, mais est un bon indicateur du fait est que le modèle ait prédit la classe. C'est ces attributs-là qui ont fait que le modèle a prédit que c'était un piéton. Alors on peut vouloir expliquer d'autres choses aussi, typiquement les autres objets de l'image, les deux autres voitures, ou aussi la bordure. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la zone qu'a détecté le modèle s'arrête spécifiquement à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que c'est pas plus petit? Pourquoi est-ce que c'est pas plus grand? Donc ça aussi, c'est possible à travers la librairie. Et bon, je vais vous donner aussi quelques autres exemples de méthodes, mais il y en a peut-être, je crois, 8 ou 9 parmi les méthodes qu'on implémente qui supportent la segmentation sémantique. Donc voilà pour la démonstration. Donc pour la suite, on va dans le projet DIL, on va continuer à développer de nouvelles méthodes, les appliquer sur de nouveaux cas d'usage, etc. On va continuer aussi à développer nos librairies, que ce soit étendre la couverture, que ce soit ajouter de nouvelles méthodes ou même de nouveaux types de méthodes. Et pour finir, on essaye aussi de faire des benchmarks pour savoir quelles sont les méthodes les plus pertinentes dans quel cas. Donc c'est tout pour ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, non? Moi j'ai des questions. Bon, moi je vais poser des questions, bien sûr, ça va en faire venir d'autres. Comment vous avez optimisé les codes en fait? Parce que tu disais que c'était utilisé pour TensorFlow, tu disais que c'était utilisé pour scikit-learn. Techniquement, comment ça va? Tu peux nous en dire un peu plus de comment vous gérez ça? Alors tout le code, nous on l'a fait en TensorFlow, et donc on a essayé
utiliser au maximum la vectorisation dans TensorFlow. Mais on s'est aussi rendu compte que pour toutes les méthodes d'explicabilité, ce qui prend vraiment du temps, c'est l'inférence du modèle ou le gradient du modèle. Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus besoin d'utiliser on n'a pas besoin de compiler un graphe en TensorFlow si on essaye d'expliquer un modèle en PyTorch, parce que le gros des calculs sont faits par PyTorch, donc on va utiliser à ce moment-là l'élément PyTorch. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais du coup, par exemple, chaque, on sait qu'il y a une combinatoire, c'est dans le cas naïf, tu as une combinatoire infâme. Ouais. Est-ce que vous avez des ruses après d'implémentation, c'est pour faire des estimations de méthodes, des choses comme ça, tu vois, qui permettraient de gagner du temps et d'avoir ou est-ce que vous avez ces contraintes-là déjà quand vous designez la bibliothèque, vous dites il faut qu'on puisse répondre sur des X minutes, X secondes. Alors, je ne suis pas sûr de quel élément dans cette méthode tu parles exactement, mais on va avoir des paramètres. Typiquement, dans SHAP, il y a le nombre d'éléments qu'on va vouloir perturber. Ouais. Ça, si on n'en utilise pas beaucoup, on va avoir quelque chose de pas super précis, mais qui va aller plutôt rapidement. Et après, on peut augmenter le nombre de paramètres pour être plus précis et avoir ce balancement. C'est plutôt incarné SHAP, de toute façon. Oui, c'est ça. Okay. Et sinon, j'ai une autre question. Il y a d'autres bibliothèques qui peut-être ont été initiées. Vous comparez comment Alors, dans les bibliothèques. C'est des questions en fait. Alors, dans les bibliothèques qui existent, on va avoir Captoum de Meta, je crois. Il y a Libby, il y a X360, il y en a pas mal d'autres. Ouais. Là où on se démarque, premièrement, on va avoir la détection d'objets à segmentation sémantique. Je crois que là-dessus, on est les seuls à le faire. Et après, on va essayer aussi supporter TensorFlow et PyTorch de manière... Enfin, c'est déjà fait dans la librairie pour supporter ces deux librairies. Il y a pour PyTorch juste un wrapper à rajouter, mais c'est une ligne de code. Voilà, ça c'est... Et puis après, il y a certains types d'explications qui ne sont pas forcément disponibles dans toutes les autres librairies. On va avoir aussi les métriques, qu'on en a pas mal développées, qui pour nous sont importantes. Voilà. Okay. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'aimerais savoir si, étant donné un certain modèle boîte noire, j'ai des différentes méthodes d'explicabilité implémentées dans votre package, est-ce qu'il serait possible d'évaluer ces différentes méthodes d'explicabilité sur des métriques quantitatives telles que la couverture, la fidélité, de manière à obtenir un benchmark pour savoir laquelle choisir. Alors, j'avais peut-être parlé trop brièvement. On va avoir un module spécifique pour les métriques. Alors pour l'instant, c'est que des métriques pour les méthodes d'attribution, parce que c'est celles qu'on a le plus développées, qui sont aussi le plus matures dans la littérature, donc qui ont ce genre de métriques. Et on va avoir pour la fidélité, insertion, délétion, mu-fidélité. On va aussi avoir une métrique de stabilité, de général. Bon, celui-là, je ne vais pas l'avoir, excusez-moi. Mais, et voilà, donc et ça, c'est tout construit dedans. Et ça va utiliser la même API. Donc, vous voyez ici, globalement, vous calculez votre explication comme ci-dessus, en ayant l'explication ici. Et après, vous donnez cette explication à la métrique. Et il va vous ressortir un score. Voilà. Merci. D'autres questions? J'arrive. Mais du coup, ça supporte tous les réseaux neurones. Par exemple, je pense au graphe néométrique. Je sais que là, il y a une bibliothèque spécifique qui a été développée aussi. Alors, de mon côté, j'ai jamais utilisé ce genre de réseau. Si vous arrivez à en faire un réseau qui prend des entrées, qui fait une prédiction, alors toutes les méthodes basées perturbation vont pouvoir marcher. Vu que ça ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe à l'intérieur, vu que quand on perturbe un petit peu l'entrée, on voit comment ça réagit à la sortie. De là, on peut sortir des attributions comme celle-ci. Après, suivant le type de données qui est donné en entrée, on ne va peut-être pas le supporter. C'est des choses un petit peu plus spécifiques. Je n'ai pas beaucoup d'expertise sur les graphes neural network. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Donc là, vous proposez un jukebox qui rassemble
plusieurs techniques d'explicabilité pour plusieurs familles de modèles et types de données. Oui. Donc moi, en tant qu'utilisateur final, je viens avec mon modèle, Oui. vous appelez variable modèle, avec mon ensemble d'entraînement et de tests, etc. Et ainsi de suite. Mais là, je suis supposé un non-spécialiste en technique de l'explicabilité, mais je veux faire le diagnostic et creuser un peu plus dans mon modèle. Est-ce que votre toolbox peut recommander à l'utilisateur qu'on peut supposer un non-spécialiste en XAI, quelle technique, par exemple, utiliser dans la partie d'attribution, ou bien de feature visualization, ou bien dans les autres aspects? Alors, les recommandations, on ne va pas recommander une méthode par rapport aux autres. Ça, on ne le fait pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas si cette méthode va marcher alors que d'autres pourraient marcher. Et la deuxième, c'est que moi, mon sentiment personnel, c'est qu'il vaut mieux utiliser plusieurs méthodes qui peuvent avoir des informations différentes. Parce qu'avec chacune des méthodes, on va avoir une manière de définir l'attribution en tant que telle différente. Pour autant, on va avoir des méthodes qu'on va suggérer plus que d'autres parce qu'elles ont tendance à mieux marcher ou parce qu'elles sont plus faciles à tuner sur les hyperparamètres. Il va y avoir certaines méthodes qui n'ont pas du tout d'hyperparamètres. Typiquement, GradCam, on pourrait choisir la layer, mais la layer automatique, c'est souvent la meilleure. Et du coup, on ne va pas avoir de paramètres. C'est très facile d'avoir un premier résultat avec cette méthode. Après, il faut qu'elle soit applicable. Donc voilà, mais ces spécifications ne sont pas forcément écrites dans chacune dans la librairie. Par contre, pour chaque méthode, on a un tutoriel qui va aider à la spécification des paramètres pour obtenir ce qu'on veut. Ouais. Est-ce que c'est publié en open source? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est tout open source, les tutoriels, tout ça, la documentation, etc. C'est tout open source. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous ont envie de contribuer, vous êtes les bienvenus. Et sinon, vous pouvez aussi mettre une étoile sur le GitHub si vous trouvez ça sympa. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions Parce que du coup, par rapport à sa question, c'est vrai que toutes les méthodes d'explication, là, elles ont des paramètres, des hyperparamètres, et c'est pas forcément évident de savoir les. Il faut aussi que les utilisateurs fassent une grid search, une random search. Alors pour la plupart alors il y a certaines méthodes dont les paramètres par défaut vont bien fonctionner. Et sinon, comme je sais, on a fait des tutoriels pour apprendre aux personnes à sélectionner les différents paramètres. Par exemple, sans faire une grid search, si on trouve que pour une méthode, mettons occlusion, l'explication est trop grossière, on peut dire à l'utilisateur d'essayer de réduire la taille du patch qui va être déplacé de manière à avoir une explication plus fine, en sachant par contre que ça va augmenter le temps de calcul. Donc tout ça c'est fait, c'est guidé. Alors, je sais pas si c'est... Mais je rejoins un peu sa question sur les hyperparamètres, c'est-à-dire que c'est aussi critiquable ce genre de technique, et tout ce qui est à base par exemple d'auto-ML et tout ça. Peut-être repenser cette philosophie aussi de recommandation d'hyperparamètres adaptées par une deuxième, je ne sais quoi d'autre. Et peut-être effectivement des choses très intéressantes. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut être une très bonne base pour ce genre de perspective. Après, on a fait aussi un choix qui est comme on est très orienté recherche, d'essayer d'implémenter les méthodes comme elles ont été décrites initialement et de laisser dans les paramètres toute la manœuvrabilité autour des possibilités avec la méthode. Et bien sûr, comme on dit, on a les paramètres par défaut qui souvent fonctionnent bien et qui souvent ne sont pas vus par l'utilisateur qui va prendre la méthode. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va pouvoir applaudir encore une fois. Et puis... Alors, l'exposé suivant, je vais